bonsoir. À la une de l'actualité de ce 4 novembre, un collectif qui prône la paix et l'entente reçu par le Premier ministre. Ce collectif entend mener des actions de proximité pour informer et sensibiliser les populations sur la paix et les valeurs démocratiques, une action noble qu'entend bien soutenir le gouvernement guinéen. On parlera aussi de la lutte contre la criminalité faunique. Elle vient d'être renforcée dans le Moyen-Bafing. Les espèces animales et végétales qui y sont menacées vont pouvoir être protégées par les agents désormais outillés. Attention au Covid-19, la tendance est à l'augmentation dans notre pays. Une nouvelle vague est en vue selon l'ANSS qui parle déjà d'un nouveau plan de riposte. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Direction Palais de la Colombe où le Premier ministre a reçu un collectif qui prône la paix et l'entente, composé d'anciens ambassadeurs et d'universitaires. Entre autres, ce collectif entend mener des actions de proximité pour informer et sensibiliser les populations sur la paix et les valeurs démocratiques. Adi Kamara, compte rendu. Avec un climat post-électoral tendu dans certaines zones du pays, cette coalition pour la paix, la démocratie et le développement entreprend une démarche républicaine. Ici, les membres de la coalition rencontrent le Premier ministre chef du gouvernement. Les discussions portent essentiellement sur les stratégies à mettre en place pour assurer la sensibilisation des acteurs sociaux et politiques en vue du maintien de la paix et de l'unité nationale en Guinée. Avec Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, nous avons parlé du problème de dialogue national. Nous entendons quand même œuvrer sur le terrain, prendre des contacts avec les différentes communautés et là où il y a des zones de tension, expliquer et sensibiliser pour que tout le monde comprenne ce que c'est que la démocratie et expliquer pour que tout le monde comprenne la nécessité de respecter les lois et les institutions du pays et aussi surtout chercher à s'occuper du travail parce que quelles que soient les conditions, si nous n'arrivons pas à sauvegarder la paix, il ne sera pas facile de développer ce pays. Soucieux de l'éthique et de la cohésion sociale en Guinée, le Premier ministre Dr Birama Kassori Fofana a fait référence des violences enregistrées dans le pays ces derniers jours pour insister sur la nécessité de prendre des mesures fortes pour préserver la paix, gage certain du développement ambitionné par tous. En tant que gouvernants, nous avons l'impérieuse obligation de veiller à l'ordre public, de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Il y a une certaine façon de faire la politique dans ce pays qui est très inquiétante. Quand on fait de la violence une idéologie, c'est très difficile de construire la paix. Il y a des partis qui ont fait de la violence une arme de conquête du pouvoir. Et puis, je n'ai pas de doute pour dire que ça ne mènera nulle part. Parce que, in fine, personne ne veut la guerre dans ce pays. Personne ne veut une destruction. Et personne ne peut arriver à gérer la Guinée par voie de la force. C'est le consensus, par le vote, par, n'est-ce pas, la fraternité. Je crois que nos populations ont besoin d'être éduquées pour ne pas confondre démocratie et libertinage. La démarche entreprise par la coalition est vivement encouragée par le Premier ministre partisan de l'ordre et du respect des valeurs dans la démocratie. La diversité sociale, linguistique, politique sont des atouts et des richesses à mettre en exergue pour la grandeur de la Guinée et le vivre ensemble. La commune de Kaloum fait partie des communes de Guinée qui n'ont enregistré aucune violence liée à cette élection présidentielle. Mais qu'à cela ne tienne, l'heure est à la restitution des décisions prises par le conseil de ville. L'entente mutuelle entre citoyens pour une paix renforcée dans cette commune de Conakry est le but visé. Abdoulaye Diallo, reportage. Bien que la commune de Kaloum n'ait enregistré aucune violence post-électorale, les autorités communales ne baissent pas la garde. Ce matin, elles rencontrent les religieux, les 11 chefs de quartier et autres acteurs sociaux évoluant dans la zone. Au menu de cet échange, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion du vivre ensemble
pour garantir la paix et la stabilité. Nous souhaitons que la Guinée reste toujours la nation forte qu'elle a toujours été, la nation qui a donné l'exemple à toute l'Afrique et qu'elle continue à travailler et à se développer surtout. Mais rien ne peut se faire sans paix et sans quiétude sociale. Donc aujourd'hui, nous avons tenu à rencontrer ces personnalités, à échanger avec elles et que chacun nous donne ses idées et qu'ensemble nous trouverons une solution. Ce n'était pas une rencontre où nous venions nous annoncer des dispositions à prendre, mais nous sommes venus dire ce que nous voulions pour la propagation de Kaloum, les écouter et en retour qu'elles nous expriment les problèmes qu'elles ont pour qu'ensemble nous trouvons les voies et moyens pour régler définitivement ce problème. Ces acteurs promettent de jouer leur partition pour maintenir le climat de confraternité qui a toujours caractérisé la commune de Kaloum. Tous les jours, on est en train de sensibiliser les fidèles musulmans dans les mosquées. Ce qu'on dit, on dit grand merci à la gouverneure de Conakry, grand merci à la mairie de Kaloum. Seule la paix peut prôner au développement. Seule la paix. Donc, rien que la paix, nous pouvons réussir. Acceptons qu'on soit ensemble. Acceptons qu'on marche ensemble. Acceptons qu'on mange ensemble. Acceptons que l'on fasse tout ensemble. Avant de formuler des prières et bénédictions pour la paix et l'unité nationale, il est recommandé à tous les administrateurs des marchés de veiller à l'ouverture stricte de toutes les boutiques et magasins. Ce communiqué du ministère du Commerce, avant de poursuivre ce journal, le ministre du Commerce invite l'inspecteur régional de commerce de la ville de Conakry, les directeurs communaux de commerce de Conakry, la Chambre régionale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Conakry, les administrateurs des marchés de Conakry à une séance de concertation le jeudi 5 novembre 2020 à partir de 13h dans la salle de réunion du ministère de l'Industrie et des PME 6 à Kaloum. Compte tenu de l'importance de cette rencontre, la présence de tous et de chacun est vivement souhaitée. Signé Boubacar Bari. À la cimenterie, dans la commune de Dubreka, des citoyens sensibilisent d'autres citoyens sur le vivre ensemble et le pardon. Le message semble être passé. Les familles des victimes des violences post-électorales dans cette zone entendent tourner la page au bénéfice de la cohabitation pacifique. Alphaïsi Agaba. Leur présence est bien visible. Remonter le moral de ces personnes victimes de violences post-électorales et leur apporter des vivres. Nous sommes dans le secteur Ansoumania Plateau, à la cimenterie de la préfecture de Dubreka. La zone fait partie des quartiers à enregistrer des violences suite au scrutin présidentiel dernier. Cette mère de famille avait perdu son fils de 28 ans et cet autre, une jeune fille. Aujourd'hui, ces familles s'engagent à tourner cette page sombre. Vraiment, mi weltanike on. Mi weltanike Allah subhanahu wa ta'ala. Hare kom tori Allah subhanahu wa ta'ala ko yo beydu en fottindinde o hisna kala juldo mojo. Je suis vraiment contente de ce geste symbolique. J'exhorte les Guinéens à cultiver la paix. Okoron buttu wadana dum sadaka jaba do wadana kala juldo mojo heddiren abi mem e huran ko daftan adna e lakira. Je suis tellement content, ça me touche au cœur parce que ça me dit que si tout le monde était comme lui, il se peut que beaucoup de peuples qui ont perdu des vies ou des membres de la famille, ça peut les apaiser un peu. L'opération est pilotée par un citoyen du quartier, une manière pour lui de partager les peines de ses concitoyens et les appeler à la culture de la paix et à la non-violence dans la zone. Aujourd'hui, je passe voir mes voisins qui ont été victimes de ces violences-là et partager leur peine. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce qui s'est passé, c'est déplorable. Personne ne peut accepter perdre un être qui lui est cher. Mais c'est arrivé, il faut qu'on s'arme de courage et que nous prions pour l'âme de tous ceux qui sont tombés. Cette autre sensibilisation est également menée par le directoire de campagne du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Ratouma. Elle est aussi axée sur l'unité nationale. Julien Gandhi. Julien est un militant de la première heure depuis la clandestinité.
Il fut un militant très engagé. Il a gravi presque toutes les échelles de responsabilité des comités de base jusqu'au niveau du comité central. La direction nationale ne ménagera aucun effort pour que la progéniture qu'il a laissée, que cette progéniture soit protégée. Après cette phase de soutien moral et de distribution de vivres aux victimes de violences post-électorales, les initiateurs comptent intensifier la sensibilisation en faveur de la cohabitation pacifique dans d'autres quartiers de la capitale. On vous l'annonçait hier, 2 semaines après le scrutin du 18 octobre, l'ancien ministre de l'Information et de la Communication fait sa lecture de l'actualité politique. À la faveur d'un point de presse, Aluseni Makanera Kake a fait l'analyse du rapport de l'UFDG. Amadou Touri. Suite à la proclamation des résultats du scrutin du 18 octobre dernier par la Commission électorale nationale indépendante CENI, où le candidat du RPG Arc-en-Ciel a récolté plus de 59% des suffrages exprimés selon la CENI, des résultats aussitôt contestés par l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG, l'ancien ministre de l'Information et de la Communication, membre du directoire politique de la mouvance, a animé ce point de presse au cours duquel il a établi les failles du rapport dressé par le bureau politique de l'UFDG. Si nous prenons le rapport lui-même, nous avons la preuve qui est donnée que ce rapport-là a été fait avant l'élection. C'est pourquoi je dis la preuve que les résultats autoproclamés de l'UFDG ont été fabriqués avant le scrutin du 18 octobre. Au lendemain de la bulle médiatique créée par la victoire autoproclamée du candidat Mamadou Cellou Dalein Diallo de l'UFDG, moins de 24 heures après l'élection, et des tragédies qui ont été la conséquence directe, le temps est venu d'établir la vérité. Dans la sérénité, ces résultats ont été fabriqués avant l'élection du 18 octobre 2020 et ont constitué la seule motivation et l'unique stratégie de participation de ce parti. C'est-à-dire on a fabriqué le résultat. Avant d'aller à l'élection, on a dit qu'on a gagné, on est prêt à contester, quelle que soit l'issue de cette élection. Pour preuve, vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Le fameux rapport de l'UFDG donne au candidat de l'UFDG 2 résultats, ou plutôt 2 pourcentages. À la page 9, la victoire de l'UFDG est de 53,84%, comme je viens de le dire, alors qu'à la page 9, la victoire n'est que de 52%. Le rapport a également retenu 13 candidats, alors que la Cour n'a finalement retenu pour l'élection présidentielle que 12 candidats. Ce fameux 13e candidat du parti BN a même un score honorable selon le résultat de l'UFDG, alors qu'il n'a jamais existé. Aluseni Makanera Kake s'est aussi prononcé sur le taux de participation et les votes par dérogation dans les régions de Farana et Kankan. L'UFDG nous dit qu'ils ont déployé 32 000 délégués, donc soit 2 délégués par bureau de vote. Si nous prenons l'ensemble des bureaux de vote de Farana, ça fait 484. Multiplié par 2, ça fait 968. Si les délégués de l'UFDG seulement votent par dérogation, sans nos délégués, ça fait 968 délégués. Alors que les 100,14% ne représentent que 200 personnes de plus. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le code électoral guinéen qui dispose dans son article 73. Lorsque vous êtes en mission, en possession de votre carte d'électeur, vous pouvez voter par dérogation. Donc où est le problème? Si on peut voter par dérogation, et si l'UFDG seulement a envoyé 2 délégués par bureau de vote, ça fait 968, moyen les gens du RPG. Alors que les 100,14% ne représentent que 200 voix. C'est pourquoi je voudrais attirer leur attention qu'il y a la différence
entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants. Pour finir, l'ancien ministre de l'Information et de la Communication a appelé les Guinéens à cultiver davantage la paix sur une base de vérité et de responsabilité. Et puis, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté interpelle l'ensemble des acteurs politiques. Mamadou Taran Diallo les invite à privilégier le dialogue et la concertation à lieu et place des discours haineux. Les citoyens sont appelés au calme et à la retenue et la société civile à une médiation. On écoute le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Il est au micro de Mamadi Tarnakamisoko. En dehors de la politique, les Guinéens vivent bien ensemble. Contrairement à leur vocation, les élections sont devenues l'étincelle qui, cycliquement, vient perturber et troubler ce paisible vivre ensemble. Les élections divisent parce que, au lieu d'être un outil citoyen de choix, elles sont, parfois et dans certains endroits, dévoyées et dénaturées en moins de confrontation et de violence pour accéder ou conserver un pouvoir. Pourtant, nous devons poursuivre le renforcement de notre processus démocratique par le biais du respect de la reconnaissance, la mise en œuvre et la défense des droits de l'homme. La Guinée est une famille où le dissensus dans la conquête, la conservation du pouvoir, la redistribution de la richesse nationale entre la Guinée d'en haut, élite intellectuelle, politique, administrative et financière, ébranle souvent le consensus, la quiétude de la Guinée d'en bas, Guinée moyen, Guinée lambda, dans la quête du quotidien et l'aspiration au bien-être. Il faut agir pour que ce dissensus ne soit pas porteur de troubles, détruisant le consensus et les nobles acquis que nous avons patiemment construits depuis des années. Citoyennes et citoyens, maintenant que nous nous sommes honorablement acquittés de notre part de responsabilité d'électeurs, qu'attendons-nous avec attention et exigence des candidats en particulier et de la classe politique dans son ensemble? D'abord, un sens toujours élevé de la lourde responsabilité des leaders politiques quant à leurs actes, comportements, messages et discours. Surtout, il nous faut tous sortir de la duplicité et de l'hypocrisie qui nous incline en public à tenir et promouvoir les discours et attitudes convenues et appropriées, alors qu'en privé, nous avons plutôt tendance à diffuser autour de nous le venin de la division ethnique, de la haine, de la rancœur, des frustrations et de l'intolérance. Nous devons bannir en nous ces poisons et nous garder de mettre en péril la paix et l'unité du pays et tout faire pour que la compétition politique ne débouche pas sur une confrontation ethnique. Vous suivrez l'intégralité de cette déclaration après ce journal. Parlant des violences post-électorales, ouverture ce matin des audiences au tribunal de première instance de Dixine, les mis en cause doivent répondre des faits de violence enregistrés à Conakry. Tierno Younoussaba. Comme Mohamed Lamine Souma, Mamadou Kulde Diallo, plusieurs autres personnes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Dixine. Les mises en cause sont inculpées pour des violences intervenues au lendemain de l'élection du 18 octobre en banlieue de Conakry. Au terme des débats dans le dossier évoqué en premier lieu, le ministère public amené par Daouda Diomandé s'est dit convaincu de leur implication dans ces dommages. Nous avons aujourd'hui au rôle 4 dossiers inscrits au rôle concernant les violences post-électorales. Bon, parmi ces 4 dossiers, nous avons 2 dossiers concernant l'attroupement délictueux et violence et voies de fait. Un autre dossier concernant un incendie volontaire sous une concession. Et le 4e dossier, c'est la mise en danger de la personne d'autrui. Donc ce sont ces 4 dossiers aujourd'hui que nous avons au rôle et dont nous venons de commencer l'audience. À tour de rôle, les mises en cause rejettent les faits mis à leur charge.
Cet argument est appuyé par l'avocat de la défense qui tente de dédouaner ses clients. Le procureur a dit les prévenus ont été différés ici pour participation délictueuse à un attroupement et violence de paix. Cela signifie tout simplement que les personnes concernées s'étaient regroupées et qu'on les a demandé de se disperser, ils ont refusé. Mais vous les avez écoutés, c'est des personnes qui ont été arrêtées individuellement et au moment où on les a arrêtés, il n'y avait aucune violence, il n'y avait absolument rien. On les envoie ici et en violation du principe de la présomption d'innocence, on vous dit qu'ils sont coupables alors que vous n'avez vu absolument aucun élément de preuve qui a été présenté devant le tribunal. À l'image de Dixine, d'autres tribunaux de première instance du pays vont statuer les prochains jours sur des affaires liées aux violences post-électorales. Le but, lutter contre l'impunité. La lutte contre la criminalité phonique renforcée dans le Moyen-Bafing. Les espèces animales et végétales qui y sont menacées vont pouvoir être protégées par les agents de la brigade de lutte contre la criminalité. Ils sont désormais outillés sur les dispositions légales en matière de protection environnementale. Explication Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. Dans le cadre du processus de création du parc national du Moyen-Bafing, 11 agents de la brigade de lutte contre la criminalité faunique et floristique des préfectures de Labé, Tougui et Koubia ont bénéficié d'une formation sur les dispositions légales en matière de protection de l'environnement. Les techniques de rédaction des procès-verbaux et procédures d'acheminement des dossiers devant les tribunaux d'une part, l'éthique et la démonologie des conservateurs d'autre part. Tous les agents qui ont été formés aujourd'hui, ils seront déployés directement sur terrain avec nos agents, les éco-gardes. Et comme vous le savez, nous les éco-gardes ne sommes pas assermentés et donc c'est les agents de l'État, c'est la brigade de lutte contre la criminalité phonique qui va appliquer la loi sur terrain et on va développer un système de suivi pour voir s'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Désormais, nous saurons comment faire parfaitement dans les délais requis. Traduire les criminels des faunes et fleurs devant la juridiction compétente. Le choix de cette thématique n'est pas fortuit quand on sait que bon nombre d'entre eux rencontraient des difficultés dans la rédaction des procès-verbaux et ce qui d'ailleurs constitue un obstacle pour l'aboutissement des procédures judiciaires. Donc durant les 3 jours, ils ont été largement outillés non seulement sur les dispositions légales, code de faune et code forestier, sur les techniques de rédaction des procès-verbaux et sur l'éthique et la déontologie. Ces formations sont les premières d'une série visant à renforcer les capacités opérationnelles des services dédiés à la conservation. Elles sont axées notamment sur les dispositions légales, les valeurs de conservation et menaces du parc national du Moyen-Bafing, mais aussi les différents outils de surveillance. Autre lutte, c'est l'accès sur l'exploitation et les abus sexuels sur les couches vulnérables. Comment dissuader les auteurs de violences? L'UNICEF et ses partenaires harmonisent leurs approches pour accentuer le combat contre ces phénomènes. Mamadou Saliouba. Dans un contexte de pandémie du Covid-19, la protection des enfants et des autres couches vulnérables devient plus préoccupante. Des pesanteurs comme l'exploitation et les abus sexuels freinent l'épanouissement des enfants. Pour lutter contre les violences, l'UNICEF et ses partenaires définissent de nouvelles approches. Depuis janvier 2020, l'UNICEF a introduit une exigence dans la collaboration avec les partenaires de la société civile. Il s'agit de l'organisation des évaluations sur les capacités des partenaires dans tous les pays à prévenir et à répondre à l'exploitation et aux abus sexuels. La Guinée n'échappe pas à cette exigence. Pour ce faire, une boîte à outils a été développée pour familiariser tous les partenaires et les personnels de l'UNICEF à l'évaluation, au concept en rapport avec l'exploitation et les abus sexuels, les différentes stratégies en lien avec la prévention, l'assistance, le signalement. Cette rencontre d'échange entre l'UNICEF et ses partenaires de terrain devrait aboutir à une série de recommandations.
des recommandations qui devraient permettre à l'institution onusienne et ses partenaires d'accentuer la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels sur les couches vulnérables. Nous évoluons dans des domaines, dans des milieux où nous travaillons avec les enfants, avec les jeunes filles en particulier. Donc il est intéressant, il est important pour nous d'avoir toutes les informations liées à la protection de ces enfants, mais aussi aux différents abus auxquels les enfants pourraient être victimes. La synergie UNICEF et plateforme de la société civile devrait apporter un nouvel élan à la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels sur les couches vulnérables. Covid-19, attention, la tendance est à l'augmentation ces dernières semaines dans notre pays. L'annonce est faite par l'ANSS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Face à la crainte d'une nouvelle vague de la pandémie, l'agence parle déjà d'un nouveau plan de riposte. Adiatou Bari. Dans la riposte à la pandémie du coronavirus, la Guinée a enregistré des avancées significatives ces derniers temps. Le pays a réussi à baisser le taux de positivité du virus de 20 à 5% grâce aux nombreuses stratégies de lutte mises en œuvre. Un effort qui risque aujourd'hui d'être anéanti par le relâchement des gestes barrières par la plupart des citoyens et l'assouplissement de l'état d'urgence sanitaire. Conséquence, la remontée de la courbe épidémiologique avec une augmentation du taux d'occupation des salles de réanimation de 72%. Durant les 3 dernières semaines, on est monté au-dessus de 5% et la moyenne est 7%. Mais il y a des jours où nous partons jusqu'à 13%. Donc l'autre indicateur, c'est le taux d'occupation des lits dans les services de réanimation. Si les cas compliqués augmentent, ça veut dire que la maladie est encore active dans le pays. Et aujourd'hui, notre taux d'occupation des lits, qui était à moins de 30% en la réanimation il y a un mois, est monté à 72%. Donc ce qui prouve qu'il y a beaucoup de cas compliqués actuellement que nous sommes en train de diagnostiquer. Avec la crainte d'une nouvelle vague de contamination du Covid-19, l'Agence nationale de sécurité sanitaire retrousse les manches et active un nouveau plan de contrôle de la pandémie. Il s'agit de la stratégie de recherche active des cas de coronavirus couplée à la sensibilisation des populations. Première composante clé du plan, le dépistage massif d'environ 126 000 personnes selon les catégories professionnelles du pays les plus touchées par la pathologie. Pour cette approche, une centaine d'équipes de dépistage mobiles seront constituées. Recherche active, c'est l'agent de santé qui va vers la structure bénéficiaire. Jusqu'à présent, on vous demandait d'aller vous présenter dans nos points de prélèvement. Maintenant, on va créer des points de prélèvement en collaboration avec les services ciblés et là, nos équipes vont se déplacer vers eux afin de dépister beaucoup de cas aussi pour qu'on s'occupe d'eux, on les isole afin de couper ou réduire de façon significative la chaîne de transmission qui est en train de se construire dans notre pays. Maintenant, couplé à la sensibilisation, les gens ont baissé les bras. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a 2 facteurs qui nous aident à freiner l'évolution de cette maladie. C'est le port des bavettes, la distanciation et encore le lavage des mains. Ces 3 mesures-là, il faut qu'on revienne dessus et montrer à la population guinéenne, aux cadres guinéens, aux leaders religieux, que la maladie n'est pas encore partie. Dans cette nouvelle phase de réduction de la chaîne de contamination communautaire du virus, l'implication des partenaires techniques et financiers est fondamentale. D'où cet engagement à accompagner la Guinée dans sa nouvelle stratégie de riposte à la maladie. Je félicite vraiment l'ANSS pour tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Je pense que nous tous, là, nous allons accompagner l'ANSS le mieux possible pour essayer d'assurer autant de succès avec cette initiative que la précédente. Aujourd'hui, on peut dire que la Guinée est un cas d'école, un cas de succès en termes de contrôle sanitaire au niveau de l'aéroport. Au bout de 3 mois d'évaluation,
On a mis en place un système assez performant qui permet de dire que pour le moment, nous touchons du bois. Il y a eu 0 cas importés, en tout cas, qui soit passés par l'aéroport international. Les résultats de cette approche de recherche active des cas de Covid-19, couplés à la sensibilisation, sont très attendus pour inverser la tendance de l'évolution de la pandémie dans le pays. En attendant, la Guinée continue le renforcement de sa capacité de prise en charge des malades à travers l'inauguration, dans les prochains jours, d'un nouveau centre de traitement à Somfonia. Parlons économie avec la bourse des valeurs créée par la Banque centrale de la République de Guinée. L'institution bancaire veut désormais plus de transparence dans les opérations de fixing du taux de change. Mais quel est le public cible? Explication dans ce reportage signé Boubacar Ba. Du nouveau à la Banque centrale. Depuis une trentaine d'années, les autorités de cette institution bancaire cherchent à créer un marché de change ou plus exactement une bourse des valeurs sans succès. Maintenant, c'est chose faite. Le gouvernement de la Banque centrale a conçu et réalisé une salle de marché de change à son siège pour plus de transparence dans le fixing des opérations de change. Mais c'est quoi le marché de change? Salle de marché, ça veut dire que c'est une salle qui est destinée à la rencontre de l'offre et de la demande. Pour notre cas d'espèce, notre salle de marché, c'est destiné à recevoir les demandes et les offres de devises émanant des banques primaires et de la Banque centrale. L'importance de cet outil monétaire et bancaire n'est donc plus à démontrer en raison de son effet très transparent dans le fixing des taux de change des monnaies étrangères face au franc guinéen. À la question de savoir quels sont les acteurs intéressés par ce marché de change et comment fonctionne-t-il, le directeur de change explique. Avant, les transactions sur le marché étaient traitées de façon manuelle. C'est cette pratique-là qui n'est plus de cours. Dès que le marché est ouvert, les transactions vont commencer avec les coûts et autres. Tout est au niveau de la machine. En fin de journée, c'est la machine qui calcule automatiquement le taux moins pondéré résultant des transactions au cours de la journée, et ce taux moins pondéré est considéré comme cours de référence que la Banque centrale va prendre. Le fonctionnement de cet outil flambant neuf et performant se fera également grâce à une équipe banque centrale, banque privée, bien formée pour l'utilisation de cette nouvelle technologie numérique. Le niveau des réserves de la Banque centrale aujourd'hui se situe au-delà du milliard. Le troisième facteur, c'est le niveau des transactions qu'on enregistre au niveau des banques. Il y a une instruction basée sur les règles qui indique dans quelles conditions la Banque centrale doit intervenir et pour avoir accès à ces devises, quelle est la clé repartie tout. Donc il y a une transparence, il n'y a plus à dire moi je n'ai pas d'attache à la Banque centrale, je n'ai pas accès aux devises, ainsi de suite. C'est donc clair. Tous les éléments sont constitués pour le lancement de cet outil qui permettra de mettre fin à toutes les spéculations sur les mauvaises intentions attribuées aux autorités de la Banque centrale de décider à volonté sur la fixation des taux de change sur le marché de devises en Guinée. La bourse des valeurs guinéennes pourrait être inaugurée les jours à venir pour le bien de tous. Sport foot pour terminer, les arbitres guinéens équipés par la Fédération guinéenne de football. Ce geste de l'instance dirigeante du football dans notre pays va permettre aux hommes en noir d'être plus attrayants sur les terrains. Reportage Bintia Kondi. C'est un don d'équipement composé des jeux de maillot et de sous-vêtements. Pour mieux outiller les hommes en noir en termes d'habillement, la Fédération guinéenne de football offre 120 sous-vêtements, 300 culottes, 300 bas et 300 maillots aux arbitres guinéens de Ligue 1 et de Ligue 2. Je regardais des matchs de Coupe d'Afrique, ça me faisait mal que je ne voyais pas le quator guinéen. Alors que d'autres pays nous sont mieux capés, on voyait le quator des arbitres, donc on en a fait un cheval de bataille. Et au jour d'aujourd'hui, grâce à Dieu, on arbitre les grands matchs d'Afrique. Et ça, c'est pas un don, c'est un travail de l'ensemble de la Fédé. Nous allons continuer, c'est votre droit. Tout heureux, les membres de la commission des arbitres se réjouissent de ce geste du donateur, tout en rassurant de travailler avec ces matériels en attendant l'arrivée du complément. Ces équipements qu'il nous a envoyés sont venus au point nommé. Pourquoi au point nommé?
Nous sommes à la 2e année où, comme on avait presque, nos équipements étaient vieillissants. Et quand nous avons vu ces équipements, quand nous les avons reçus, on a comparé aux équipements que la FIFA nous envoie chaque année aux arbitres internationaux, qui sont au nombre de 15 arbitres cette année. Donc, quand nous avons fait la comparaison, je vous avoue qu'on n'a rien envié aux équipements envoyés par la FIFA. Pour le moment, nous nous adaptons avec les moyens de bord qui ont été mis à notre disposition afin de nous permettre d'officier les différentes rencontres. Nous osons espérer que ce geste magnanime du président de la Fédération guinéenne de football pourra à coup sûr rendre attrayants nos arbitres du point de vue présentation physique dans l'optique de mieux exercer leur travail. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve